Je suis Jean-Aimé Dibakana Mwanda, c'est mon nom de naissance, mais en tant que sociologue, je signe mes livres comme cela, mais en tant que romancier, je signe Dibakana Mankessi. Donc je suis sociologue de formation, je suis enseignant, je suis chargé de mission, mais là nous sommes là pour l'écriture, donc je suis un peu écrivain aussi. Un peu écrivain aussi, vous avez écrit On m'appelait Ascension Ferrier, un roman qui compte, je crois, 208 pages. De façon synthétique, si on peut revenir dans l'esprit justement de On m'appelait Ascension Ferrier. Merci. En fait, Ascension Ferrier, c'est une histoire qui raconte comment un maire qui a étudié en Occident et qui rentre en Afrique veut imposer en Afrique, dans le pays, enfin dans la ville où il est maire, toutes les habitudes qu'il a vues ici, mais vraiment en les transformant de façon très caricaturale. Par exemple, il va obliger les personnes à porter des cravates dans sa ville, parce que c'est la modernité, dit-il, et il va les obliger à porter cette cravate, quel que soit le lieu où ils se trouvent, y compris en allant dans les champs, y compris en allant au marché, y compris quelles que soient les activités. Et donc, vu que c'est une ville d'Afrique où il n'y a pas forcément des cravates, il n'y a pas forcément des grands magasins, eh bien... Surtout pas le même climat qu'avec... Surtout pas le même climat. Donc, la population se fabrique des cravates à sa convenance, par des fils de fer, par exemple, des fils de fer ou des morceaux de tissu. Chacun doit avoir une cravate parce que c'est ce que le maire a décidé. Et donc, c'est une jeune fille qui s'appelle Ascension Ferrier, justement, il s'appelle ainsi parce que le maire a décidé que dans la ville, comme il a remarqué en Occident, il faut que tout le monde ait un prénom. Et tout le monde doit avoir un prénom, c'est pas tout. Il faut que les prénoms correspondent à la date de naissance. Et donc cette fille qui est née le jour de l'Ascension, qui est férié, le maire décide que voilà, c'est ce qui est marqué dans le calendrier qui doit être son prénom. Donc voilà comment il s'appelle Ascension Ferrier. C'est donc un livre qui pose un peu les questions de ce qu'on fait. Mais vous avez aussi écrit La brève histoire de ma mère. Oui, alors la brève histoire de ma mère, je dis toujours que c'est un roman un peu intimiste parce que c'est un roman qui s'appuie beaucoup sur des éléments de ma vie personnelle. Évidemment, il ne s'agit pas d'une autobiographie, mais je me suis servi quand même de quelques éléments de mon histoire personnelle, de l'histoire de ma famille notamment, pour écrire cet ouvrage. En fait, là, c'est l'histoire d'une femme qui va être enlevée de son milieu familial parce qu'elle va assister à une scène auquel elle ne devait pas assister. Elle est sortie pendant la nuit pour aller se soulager. Elle vit dans un village. Et vu qu'elle assistait à une scène, à une sorte de rite, et au matin, on est venu voir ses parents pour leur dire, écoutez, vu ce que votre fille a vu, voilà, soit elle disparaît, soit elle disparaît autrement, je veux dire physiquement. Et donc, soit on l'assassine en quelque sorte. Donc, la mère a accepté que son enfant puisse être, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, déporté dans une autre localité où on ne connaissait personne. Et donc, c'est cette femme-là donc, qui, après, va épouser quand même la personne qui avait un peu le plus de pouvoir dans la localité. Et malheureusement, dans sa descendance, donc c'est la jeune fille qui raconte l'histoire. Elle va connaître un peu, aujourd'hui, c'est un peu à l'ordre du jour, la violence faite aux femmes, l'humiliation, et surtout cette femme, donc, compte tenu des souffrances qu'elle vit au quotidien, et compte tenu elle croit beaucoup à la tradition, et elle a reçu une sorte de message qui l'informe du jour de sa mort. Donc elle prévient ses enfants qu'elle va mourir tel jour à telle heure. Et ces enfants, à un moment, déjà, ils sont surpris et donc ils se mobilisent pour être présents le jour et l'heure que la maman a annoncé. Et lorsque la maman ne meurt pas cette fois-là, ils se disent que la maman est en train de jouer, que ce n'est pas vrai. Donc ils se réunissent comme ça une fois, deux fois, et au fur et à mesure que le jour de l'année où maman a annoncé sa mort arrive, et bien au fur et à mesure,
Ils sont 5 au départ, ensuite ils sont 2, ils sont 3, et puis il n'y a plus personne. Et le jour où il n'y a personne justement pour assister à ce que la maman a annoncé, c'est ce jour-là que maman décède. Et justement, cette situation va emmener au sein de la famille, parmi les enfants, une sorte de désordre immense, parce qu'ils vont s'indexer les uns des autres. Oui, c'est toi qui n'étais pas là, pourquoi tu n'as pas été là alors que tu savais que maman avait prévenu qu'elle allait mourir, et voilà. Le salon du livre, c'est déjà demain. Le salon, pour un auteur, c'est très important. Ah, bien sûr que c'est très important, le salon, c'est vraiment un endroit que nous fréquentons régulièrement, le Salon du Livre de Paris. Il se trouve un stand dans ce salon, le stand Livre et Auteurs Bassin du Congo, qui a donc pour objet particulier de réunir, en tout cas de présenter tous les ouvrages ou tous les auteurs appartenant à cette région de l'Afrique, donc l'Afrique centrale en quelque sorte. Et il n'y a pas que François Hollande, j'ai vu aussi Madame Toubira lorsqu'elle est venue. On l'a encore interviewé. Il y en a plein. Toubira cité l'année dernière. Voilà, tout à fait. On ne peut pas citer comme ça la liste parce qu'on n'en terminera pas, mais vraiment c'est un lieu où on croise les individus les plus prestigieux, on va dire, qui font la culture de ce monde. Amis de la culture, donc à nous revoir au Salon du Livre de Paris, porte de Versailles, du 21 au 24 mars 2014, au stand Livre et Auteurs Bassin du Congo. Donc, je suis Emery Ruffin Makaya, mon nom de naissance, et mon nom de plume c'est Emery Ruffin. J'ai voulu faire simple. Faire simple, mais peut-être aussi écrire simplement une cité française. C'est dire quoi? De façon synthétique, si on peut revenir sur l'ensemble du livre. Oui. C'est un roman, voilà. C'est un roman qui relate le parcours d'un Africain classique qui arrive un jour en France et atterrit dans une cité de France, d'où le titre « Une cité française ». Donc, le roman parle de la vie des Africains de façon générale en France, et souvent dans les médias, on parle des cités, des banlieues, du malaise des banlieues. Et justement, j'ai voulu mettre en lumière les cités en France, d'où une cité française. Les cités en France, mais également les cultures, puisque là-dedans, vous parlez par exemple des sapeurs. Je crois quelque chose de très très congolais. Hein. Tout à fait, de Congolais et même d'Africains, parce que quand on parle des sapeurs, on ne voit pas que les Congolais. Finalement. Il ne faut pas réduire la SAP aux seuls Congolais de Brazza ou de Kinshasa. Une spécificité, on l'avait dit, mais qui prend de plus en plus de proportions. Tout à fait, oui. Donc, à la page 95, par exemple, de ce livre, je parle des sapeurs, des esthètes, des ambianceurs, des personnes élégantes, femmes comme hommes. Je m'en vais donc faire cette lecture. La SAP, un mouvement culturel revendiqué par des esthètes affectionnant des misses distinguées, les grandes marques de la beauté, de la haute couture, les fringues de façon générale. Au sein de cette société, les grandes griffes des créateurs classiques et contemporains de la mode connaissaient leur consécration extrême. Ici, le bel habit est porté avec déférence et vanté. Il s'ensuit des attitudes de frime, une manière de rehausser la noblesse des matières portées, de créer une ambiance de fête, parfois excessive et exhibitionniste, toujours dans l'art de la SAP. La SAP, c'est un très grand mouvement culturel et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas vraiment mettre en avant ce mouvement, son aspect culturel, sa richesse et sa noblesse. Les aspects marketing de la SAP ne sont pas explorés, ne sont pas exploités. Quand on organise par exemple un défilé des sapeurs à Château-Rouge ou dans un lieu mouvementé de Paris, on ne fait pas appel à de grands sponsors. Les grandes maisons de couture ne sont pas là. Les mécènes qui peuvent aujourd'hui soutenir les sapeurs ou les créateurs africains ne sont pas présents. Et c'est bien dommage. Donc, j'invite tous les amateurs de culture, d'art moderne, l'art contemporain, de venir au Salon du Livre du 21 au 24 mars 2014. Et là, je pense qu'il y aura de grandes tables rondes,
de grands débats littéraires, artistiques, et pourquoi pas parler aussi un peu de la SAP qui fait partie de notre culture, au Salon du Livre. Ce serait une bonne mixité, une bonne diversité. Le livre sur la science des pyramides a plusieurs volets. D'abord, je suis arrivé à comprendre par des hypothèses et des faits scientifiques que les pyramides ont des aspects scientifiques et que ces aspects scientifiques ont des buts pour nous aider en tant qu'humains habitant sur la planète Terre. Comment? Donc, premièrement, l'aspect primordial. Le premier but scientifique de la construction des pyramides, selon mes investigations, est lié au changement climatique. Dans ce sens que les pyramides ont une interaction avec le noyau de la Terre. Bon, évidemment, je vous donnerai l'opportunité de découvrir cette démonstration sur les images, mais sauf que pour repartir sur les pyramides et le noyau de la Terre, donc les pyramides avaient été construites pour nourrir le noyau de la Terre. Et nous savons que le noyau de la Terre, de point de vue scientifique, est responsable de notre protection, en ce sens que le noyau de la Terre fournit de l'énergie qu'on appelle en termes scientifiques la couche d'ozone. Donc cette couche, comment dire ça en bon terme, ce parapluie qui protège la Terre est généré par le noyau de la Terre. Donc l'énergie que moi j'appelle parapluie, pour que les spectateurs comprennent un peu ce que je veux dire. Donc ce parapluie qui nous protège est généré par ce noyau. Et ce noyau a besoin d'énergie. Donc les pyramides agissent comme des batteries. Ce sont les conclusions de mes recherches, ce sont des batteries scientifiques qui ont pour but de créer de l'énergie. Et cette énergie, évidemment, est naturellement, scientifiquement envoyée vers le fond de la Terre. Pourtant, les pyramides, on ne les trouve pas partout. Tout à fait. Vous aurez les pyramides même en Afrique. Et déjà, il en existait 250 avant. Et il y a aussi des pyramides aux îles Maurice. Et il y a aussi des pyramides aux Seychelles. Et des pyramides, des pyramides un peu partout dans le monde. Sauf qu'on n'a jamais eu l'opportunité d'être exposé à ces informations. Maintenant, de nos jours, il y a des hommes de science qui sont plus intéressés à vouloir donner l'opportunité à l'humanité de comprendre, d'être informés que les pyramides, il y en a partout. Et pourquoi ces pyramides existent partout? Donc, mes investigations pointent vers le premier aspect, le changement climatique, parce que les vents solaires traversent maintenant notre planète. Est-ce qu'on peut dire que ce noyau est en train de subir ce qu'on appelle l'usure du temps? Je pense oui. Et ce noyau, évidemment, est en train de se faire. Parce que déjà, on peut le constater par les changements climatiques qui sont en train de se présenter. Du coup, la communauté scientifique internationale est consciente que le champ magnétique terrestre de la Terre s'affaiblit, mais sauf qu'ils n'ont pas des solutions, ils n'ont pas des idées pour comprendre à quoi est due cette détérioration du champ magnétique terrestre. À votre avis, à quoi est due cette détérioration? Selon mes investigations, cette détérioration est causée par le manque d'énergie, la diminution d'énergie au sein du noyau de la Terre. Décidément, dans Paris, surtout dans les quartiers black, moins à la Black Bazar, trop des ragots sont à même de vous désorienter. Quand ce n'est pas les politiques, alors c'est toi ou moi. Si vous ne faites pas attention. Une frange des gens très actifs dans les désinformations et spécialistes de pseudo-info ont gagné jusqu'au site. À vrai dire, voici 2 mois. Ces mauvaises langues, prophètes de la fatalité, répandent de leur mauvais venin, disant YLM n'est plus. Télé Congo et les Dépêches de Brazzaville, antenne de Paris, sont allés à la rencontre de l'artiste. Et donc, il est là, il est en vie, il est bien, il fait tout. Là, je suis en train d'aller au travail, mais c'est lui-même qui fait ses soins, et il se lave, il prépare son petit déjeuner. Moi, je sors, je rentre le soir, il est là. C'est lui qui nous a ouvert la porte. Hein. Voilà. C'est lui qui vous a ouvert la porte et moi, j'étais dans la cuisine. Bon. Donc, ils voient eux-mêmes le mine qu'il a.
Que dire de plus? Maïlé, l'épouse de Youlou, nous laisse entendre que Youlou continue avec ses compositions. C'est d'ailleurs maintenant qu'il a plus besoin de moyens financiers pour la production de ses œuvres. Je continuerai toujours à remercier le président de la République et sa femme de ce qu'il a fait. Vraiment, pour moi, c'est un acte d'un papa. Et Youlou peut confirmer son état par lui-même. Je suis content. Content, très content. Ça va. Youlou dit ça va. Déjà, Maïlé nous parle des mines. Quand on voit, il y a l'expression de joie et à travers les visages. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on entend. Et l'on se demande d'ailleurs pourquoi tant de choses avec beaucoup de maladresse. Et les images sont là pour donner la meilleure version qui soit. Nous sommes bien au mois de mars et nous sommes chez Youlou pour des raisons que nous n'osons souligner ici. Nous ne vous donnerons pas l'adresse parce que Youlou veut vraiment se reposer. C'est une affaire qui fait couler encre et salive. 21 agents ayant évolué chez HPCI sont dans la rue, voilà qu'ils remet ciel et terre pour se faire entendre. Le HPCI a violé, y compris le code éthique de Total, y compris les autres dispositions au niveau international en ce qui concerne la responsabilité sociale et environnementale. Mais en réalité, qu'en est-il? Sur la place parisienne, nous avons retrouvé le cabinet conseil de la société HPCI indexé. Éric Pontou, avocat au barreau de Paris. La question est très simple. HPCI est une société qui s'est spécialisée dans le nettoyage industriel, qui a signé un contrat de droit privé, un contrat de service avec Total pour le nettoyage du site de N'Djénou. Et à cet égard, il y a un certain nombre de salariés qui travaillaient avec ma cliente, qui ont été licenciés pour des raisons qui sont claires pour nous. Ils ne remplissaient pas un certain nombre de critères, donc leur contrat a été résilié. Ils étaient 71 sur le site, nous en avons gardé 50, et s'ils ont des droits, il faut qu'ils aillent devant les juridictions du travail à Pointe-Noire, et non pas se mettre à diffamer ma cliente sur les médias. Mais leurs droits ont été payés. Lorsqu'un contrat de travail arrive à expiration, à son terme, on règle les droits des salariés. C'est ce que nous avons fait. Et cela est vérifiable. On peut aller à la CNCS, leurs droits ont été réglés. Si par le passé, les anciens employeurs de ces travailleurs ne cotisaient pas aux différents organismes sociaux, il faudra effectivement, c'est assez grave, moi je le déplore, mais la société HPCI a géré ce dossier dans les règles de l'art en respectant les règles du Code du travail au Congo. Cette affaire ne fait que commencer, laisse entrevoir déjà le rélan d'une affaire qui prendra des proportions épisodiques. I've been having dreams and visions. In them you are always standing right beside me. I reach out for your hand to see your arms extending, outstretched towards me. You are done a veil. By your light, others pale by comparison. Place my faith in love, my faith in this community. Je suis Monsieur Genevet, agent général de la compagnie Swiss Life Assurance. Oui. Jean-Claude Ban, le secrétaire de l'association AIMCF, m'a sollicité pour effectivement présenter
je dirais tout ce qui se passe hormis le régime obligatoire. C'est-à-dire quoi? La protection sociale, comment protéger sa famille et ses ayants droit. Donc, dans le cas d'un arrêt de travail, dans le cas d'une invalidité, dans le cas d'un décès, et également au moment de la retraite, que se passe-t-il? Voilà, donc je suis intervenu. C'est qui est appelé en termes techniques prévoyance sociale. Alors, tout à fait. Alors, pour la partie garantie décès, garantie arrêt de travail, garantie invalidité, on est sur le terme de la prévoyance, cher à notre société. C'est notre cœur de métier de faire de la prévoyance. Et après, effectivement, les régimes de retraite. On sait qu'à la date d'aujourd'hui, en France, les régimes de retraite vont très certainement péricliter ces prochaines années, d'où l'assurance, faire intervenir les assureurs privés pour se financer leur propre compte retraite. Je suis intervenu ce matin à la journée de l'AIMCF sur un sujet particulier qui est la protection sociale, effectivement, des médecins en situation de migration, mais j'ai parlé particulièrement du fiche de salaire, donc le bulletin de paie, parce que ce document en droit français est très important, puisque c'est un document au sein de laquelle on retrouve un certain nombre de droits pour lesquels le salarié cotise, et notamment le médecin, quant à sa couverture au niveau de la maladie, au niveau de la retraite, au niveau du décès. Donc c'était de donner les clés pour lire ce bulletin de salaire en France qui est devenu très complexe, parce que vous avez plus de 8 lignes, 24 lignes de cotisation sociale, c'est qui relève maintenant d'un domaine d'initié, et je pense qu'il était important que nos médecins qui travaillent effectivement à l'étranger soient informés de quelle manière ils peuvent appréhender leurs droits qui sont contenus dans ce bulletin de salaire. Donc voilà l'objet de mon intervention, donc qui a été décliné de la manière suivante, sensibiliser donc les médecins à travers ce décryptage-là sur des sujets tels que la prévoyance, notamment. C'est une rencontre qui est très importante pour nous parce que nous arrivons en France dans un terrain où nous ne connaissons rien. Nous travaillons et nous sommes amenés donc à préparer notre retraite ici. D'autant plus que quand nous arrivons ici, nous sommes à un certain âge déjà. Pour certains, ils n'ont pas travaillé au Congo, ils n'ont pas cotisé au Congo. Ils arrivent ici, ils ne connaissent pas leurs droits. Et puis, il nous faut également préparer l'avenir pour nos enfants. Voilà, donc on forme une famille ici. Et on ne sait pas dans quel domaine où nous pouvons investir pour déjà préparer notre retraite et puis la retraite de notre famille, donc de nos enfants, de notre épouse. Donc voilà, nous sommes là pour qu'on puisse nous apprendre un peu dans quel domaine, sur le plan de la retraite, sur le plan de la sécurité sociale, sur d'autres plans, comment nous pouvons nous organiser pour que quand nous allons être retraités, qu'est-ce que nous allons percevoir, qu'est-ce qu'on peut percevoir, et si, qu'est-ce que nous allons percevoir, alors, un peu grosso modo ce que je peux vous... Et non, vous, tout simplement parce que oui, vous faites partie des organisateurs de cette rencontre. De façon simple, mais précise aussi, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre de professionnels de la santé congolais existant en France? Alors, merci de me donner l'occasion, l'opportunité effectivement de m'exprimer à propos de cette question relative à la protection sociale des professionnels de la santé. Alors, je suis Jean-Claude Ban, je suis psychiatre de mon état et je suis par ailleurs trésorier de l'AIMCF. Donc, nous avons souhaité réfléchir ensemble, en tout cas avec les experts, sur les questions de la protection sociale, la prévoyance, comme on le dit, concernant à la fois les professionnels de la santé et leur famille. Parce qu'au fond, l'intérêt du travail, c'est aussi de pouvoir, bien entendu, vivre, se protéger et protéger les siens. Parce que les aléas de la vie, que l'on soit au Congo, que l'on soit aux États-Unis ou en France, on finit par les connaître à un moment donné de son existence. Donc c'est pour ça que nous avons voulu un petit peu que dans les arcanes de notre travail, dans les arcanes de la législation du travail, qu'il y ait des experts qui viennent à notre aide de façon à nous permettre de décrypter un certain nombre de choses. Docteur, cette réunion aux allures vraiment d'un séminaire,
se localise carrément, disons géographiquement, ne prend en compte que la réalité française, que vous vivez ici en France, je veux dire. Alors, pas nécessairement, c'est-à-dire qu'il est question également dans la troisième partie de cette rencontre d'évoquer les régimes matrimoniaux, la succession aussi bien en France qu'au Congo. Parce qu'effectivement, nous sommes, comme nous l'avons évoqué effectivement dans cette thématique, nous sommes d'ici et de là-bas également. Effectivement, nous naviguons. Hein. Nous n'avons pas oublié le pays d'origine, effectivement. Nous n'avons pas oublié les réalités de la terre de nos ancêtres. Donc c'est pour cette raison qu'il y a lieu de tenir compte des éléments que nous connaissons un petit peu dans le droit familial congolais, de façon à pouvoir les confronter à ce que sont nos devoirs et nos droits ici dans ce pays d'accueil, de façon à pouvoir cheminer et nous protéger et protéger les nôtres. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt votre profil, votre spécialité. De façon synthétique, oui, si on peut revenir dans ce qui constitue même votre spécialité, oui. Merci de m'avoir accordé l'interview. Pour me présenter, je suis Dr Gilbert Nziou, congolais, et je suis spécialiste en médecine physique et réadaptation. Effectivement, nous sommes ici au congrès, au séminaire qui parle à la fois de l'assurance prévoyance, mais aussi de l'incapacité et invalidité. Et donc ma spécialité prend en charge des personnes qui sont passées dans une pathologie lourde avant d'arriver au handicap et à l'incapacité. Pour résumer, donc, nous prenons en charge dans nos services les patients qui ont des atteintes cérébrales centrales, notamment des hémiplégiques, mais aussi des atteintes cérébrales périphériques, comme les gens qui ont des accidents du dos, qui ne peuvent plus marcher, qu'on appelle les blessés médulaires, des paraplégiques et des tétraplégiques, mais aussi d'autres patients qui n'ont jamais été opérés, mais qui souffrent des douleurs articulaires ou alors des traumatismes opérés et non opérés. Donc, c'est ces patients que nous recevons en centre de rééducation. Une prise en charge particulière qui n'est pas très connue, surtout dans nos pays, c'est la prise en charge du pied diabétique. On est spécialisé dans la... Pied diabétique. Pied diabétique. Voilà. C'est-à-dire des diabétiques. Alors, c'est des diabétiques qui ont ce qu'on appelle troubles trophiques, c'est-à-dire des plaies au niveau des pieds. Parce que dans le cas de la neuropathie périphérique du diabète, souvent, on a des plaies aux pieds qui ne guérissent jamais. Et donc, nous prenons également en charge ce type de patients pour assurer la cicatrisation des pieds, mais aussi mettre les moyens pour qu'ils continuent à marcher sans altérer les pansements. Ce qu'on appelle la décharge du pied diabétique. Très souvent, puisque nous avons pris l'habitude de couvrir les activités de l'AIMF, il y a aussi ce regard tourné vers le Congo. Dans votre cas, avez-vous un jour pensé à votre pays d'origine, puisque vous dites que vous êtes congolais? Bien évidemment, on finit toujours par repartir au pays. Il y a des projets écrits et il faut mettre des structures en place pour les mettre en œuvre. Mais voilà, donc il faut peut-être s'y rendre sur place pour voir les décideurs ou d'autres personnes intéressées par ce genre de choses pour mettre les structures et les moyens de prise en charge en place.
blanc quand on a gagné l'arrondissement. Donc pour nous, c'est vraiment très symbolique. Et nous estimons aujourd'hui, à partir du moment où nous sommes sortis, nous avons fait cette marche, c'est une sorte de remise en cause de beaucoup de choses. Que à partir d'aujourd'hui, l'Église timoriste, qui ouvre fort en France, nous avons un nouveau départ. Nous avons un autre démarrage. Nous avons des choses qui ont été professées par Ramassimo Kebab, que nous allons de plus en plus vivre avec des tournures de page, et tous les jours nous allons voir des changements de situation, parce que c'est lui qui l'a dit. Que nous venions ici pour effectivement professer la bonne nouvelle. C'est pour la première fois que quand vous voyez se manifester de cette façon ici à Paris. Moi, c'est la première fois. Mais il y a eu une fois avant moi. On a déjà fait ce manifestation à Paris. Et c'est pas la première fois. Alors, ça vous a fait du bien de marcher de la Bastille jusqu'à la place République. Oui, beaucoup bien. Bien notre mouvement, mais aujourd'hui, nous avons pu s'exprimer au monde. Les gens qui sont vus, on s'est senti personnellement, je me suis aujourd'hui, vous voyez, des gens qui sont heureux. On a vraiment, c'est pas dit, on n'est plus caché, on est ouvert au monde et les gens veulent savoir qui est vraiment les curieux qui sont passés au monde. On a posé des questions, on a distribué des flyers. Oui, oui. Justement, tout au long de la marche, on a vu des curieux qui sont de toutes les nationalités. Bon, la majorité c'est des blancs, pourquoi depuis normal ils sont en France. Et quand ils viennent à vous, quel type de questions vous posez-ils? Évidemment, ça demande ce que nous faisons. Il y en a qui demandent, ils ont envie de savoir si c'est un folklore, si c'est une église, qu'est-ce que nous faisons exactement. Alors là, qu'est-ce que vous dites? Quelle est la réponse? Il s'agit d'une église et nous faisons Noël église, qui n'est pas aujourd'hui un Noël ordinaire, parce que aujourd'hui c'est le centre, c'est le centenaire, tout au long de l'année, nous allons avoir une manifestation et aujourd'hui c'est le point de départ, le jour J, et totalement également, nous faisons avec Paris. Então, aqui tem a gente da multinacionalidade. Você vai educar qual país? Angola. Então, para você hoje, dia de hoje é um dia extraordinário. É muito extraordinário, muito mais isso. Então, para quê? Porque foi o dia que Deus Pai nasceu.
Je quittais l'Allemagne depuis le mardi pour arriver ici le mercredi matin pour les festivités de notre cher papa qui nous appelons Dieu le Père, car Dieu a un nom, Papa Kisolokele, pour cette croyance que nous avons, parce que nous avons notre foi, étant kimbanguiste. Cette foi kimbanguiste, c'est celle que nous sommes venus manifester. Et d'ailleurs, depuis mercredi, nous avons quitté nos travails. Les enfants ont abandonné les écoles pour venir ici à Paris. Plus de 780 km. Ce n'est pour rien que pour la joie que nous manifestons entre Dieu, Papa Kisolokele. Je suis le responsable de l'agence de la Italie et puis je suis aussi le conseiller international. C'est vraiment extraordinaire parce que Papa Kisolokele a été relégué avant son papa. Parce que quand le tribunal militaire avait jugé il avait 7 ans, ils lui ont posé la question de savoir, de dire non, Kisolokele, toi tu es encore jeune, tu dis seulement que ton papa l'a opéré aux caméras, on va te laisser partir ton temps. Le papa Kisolokele a dit non, moi je vis de mon père qui mon père a perdu. Il est resté de mort, donc mon papa a fait ses calculs. Et ça va continuer avec les différents enfants, les centenaires, d'autres il y en aura. Le centenaire, comme vous le savez, le prochain centenaire, est-ce que vous et moi nous serons là? Le prochain centenaire, etc. etc. Donc, parce qu'il en avait 3. Tout à fait. Donc il a 3 enfants, effectivement, 1914, 2016, 2010. 1418, donc en 2018, ce sera le 3e, effectivement. Oui. Peut-être qu'en 2018, on sera là. Voilà, si le bon Dieu le veut, en 2018, nous serons encore là pour le dernier centenaire des 3 enfants de Papa Simon. Rendons louange à Dieu, le Père. Alléluia. Badia de la